pouvoir commencer à s'installer, s'il vous plaît. On va pouvoir commencer. Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette troisième et dernière table ronde de la journée dédiée à la protection des arbres en milieu urbain. Alors nous l'avons vu tout au long de cette journée, l'arbre n'a pas de définition juridique, n'a pas de statut juridique qui lui est propre, de statut juridique de protection, à quelques exceptions près, comme les arbres d'alignement avec l'article L350-3 du Code de l'environnement, qui contient un principe, l'interdiction d'abattre des arbres, mais de nombreuses dérogations, de nombreuses exceptions, notamment pour des projets industriels, et donc ce qui vide l'article de son principe. Donc pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Braille, fondateur du GNSA, le groupe national de surveillance des arbres. À ses côtés, Alexis Boniface, coprésident du GNSA. Alors il faut savoir qu'au départ, on avait demandé à Thomas d'intervenir à cette table ronde il y a plusieurs mois, qu'on l'a préparé en amont. Et avec les événements septembre-octobre là, sur le projet d'A69, grève de la faim, puis grève de la soif, on avait demandé à Alexis qui a gentiment accepté d'intervenir également en backup au cas où. Et donc on est très heureux de les avoir tous les deux aujourd'hui à nos côtés. Ensuite, on a Geoffrey Joanneau, qui est écologue et directeur de pôle génie écologique urbain chez Saint-Théo, un bureau d'études qui est implanté à Paris, Bordeaux et Marseille. À côté, nous avons Louis Lefoyer de Costil, avocat en droit public, puis Maxime Collin, juriste chez France Nature Environnement, FNE. Merci à tous les cinq d'être présents à nos côtés aujourd'hui. Et donc, une première question pour poser le contexte. Pouvez-vous nous rappeler l'importance des arbres en ville, donc les arbres urbains, périurbains? Thomas, Alexis, vous voulez commencer et Geoffrey? Un, deux, deux. Donc merci pour l'invitation. Le cadre est magnifique. Merci beaucoup. Écoutez, j'ai l'impression que rappeler le rôle fondamental des arbres aujourd'hui, je pense que tout le monde le connaît. Je pense qu'on est en 2023. Je pense qu'on a tous compris que si on a des épisodes de plus en plus caniculaires, c'est parce qu'on a un déficit d'arbres sur la Terre, tout simplement. Les océans jouent leur rôle avec le phytoplancton qui capte aussi le carbone, mais sur la planète, on a besoin des arbres. Pour ma part, j'ai toujours dit et rappelé, sous couvert de mon maître Ernst qui est là devant, je pense que l'arbre est en haut de la pyramide du vivant sur la Terre. Sans les arbres, il n'y a pas possibilité pour les animaux de vivre, pour les êtres humains de vivre. Et ce qui est un peu regrettable aujourd'hui, c'est qu'en 2023,
on est toujours obligé de rappeler clairement, parfois, à certaines de nos élus, eh bien, qu'il ne faut pas les couper. C'est pour ça aussi aujourd'hui qu'on est là devant vous avec Alexis. J'étais encore ce matin devant le bois de Vincennes il va y avoir des arbres d'alignement qui vont être abattus devant le château du bois de Vincennes. Voilà, et c'est partout et ça ne s'arrête pas. Et on nous parle et on fait des plans. On nous annonce qu'on va planter des arbres dans les écoles. Et le président l'a rappelé encore hier qu'il faut planter des arbres dans les écoles. Mais moi, je rappelle au président de la République qu'avant de les planter, il faudra arrêter de les couper parfois. Voilà. Merci. Geoffrey. Pour compléter Thomas, en fait sur la particularité de la ville, l'arbre il a d'autant plus un rôle pour notamment si on l'appréhende vraiment comme un écosystème vivant. Un écosystème, au sens scientifique du terme, il assure des fonctionnalités qui ne sont pas assez étudiées aujourd'hui. Et des fonctionnalités écologiques, notamment sur la résilience climatique, elles sont fondamentales pour notamment répondre aux pathologies urbaines. Une ville, c'est des pathologies marquées, notamment sur l'effet d'îlot de chaleur urbain. On parle de plus 2, plus 3 degrés. À Paris, c'est déjà le cas avec ces effets d'îlot de chaleur urbain, plus 3 degrés par rapport aux moyennes annuelles en Île-de-France, par exemple. Donc l'arbre, c'est un outil de dépollution, on le sait pour la filtration de l'air, la fixation des particules fines sur les feuilles, le stockage carbone, c'est pas assez, pardon, tout le monde entend mieux, oui. Le stockage carbone en ville, et surtout l'effet d'évapotranspiration, le rafraîchissement et l'humidification de l'air, si seulement si, par contre, les conditions sont réunies pour la pérennisation du développement des arbres. Donc sur un sol fertile et des conditions de pousse idéales. Donc l'arbre en ville, il est important pour répondre à ces pathologies-là, mais il n'est pas suffisant à l'heure actuelle puisqu'ils sont largement déjà sous-représentés, mais surtout pas assez mis en valeur pour qu'ils puissent se pérenniser. Voilà. Donc la question est assez cruciale et il est temps de le considérer à la fois comme un outil, mais un outil, le seul outil valable basé sur des solutions basées sur la nature. Voilà. C'est un peu le message. Merci Geoffrey. Maxime, est-ce que tu voulais compléter ? Merci. Merci pour l'invitation. Du coup, la nature en ville, l'arbre en ville est très important. Donc il faut les préserver. Mais aussi, à contrario, on sait pas, on sait difficilement, je ne sais pas si le micro m'entend bien, on sait difficilement la recréer aussi. On a une position assez présomptueuse à faire croire qu'on est capable de recréer et de compenser les atteintes à l'environnement, mais dans la manière, les modes de gestion de l'aménagement en ville, dans la compensation des atteintes à la biodiversité, que ce soit en cas de défrichage, en cas d'atteinte à des espèces protégées ou même dans le cadre de la renaturation, tous les échos, tous les retours d'expérience qu'on peut avoir sont plutôt négatifs sur la capacité à recréer des espaces naturels, des écosystèmes fonctionnels, ce qui pose des gros problèmes, notamment, surtout dans la temporalité qui nous intéresse, dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années. Et ça, c'est très problématique, parce que ça demande beaucoup d'argent d'entretenir la nature. J'ai replanté 10 arbres lorsqu'on en coupe un. Ça peut être intéressant à terme, mais dans une temporalité qui est très très éloignée. Et en plus de ça, ça va coûter très cher à la collectivité aussi. Il faut considérer aussi voilà, l'expertise que ça nécessite de replanter les bonnes essences d'arbres qui vont nous permettre d'affronter tous les périls qu'on doit affronter, notamment maintenant
le réchauffement climatique. Donc ça demande de l'expertise, ça demande des ressources humaines très importantes qui manquent dans les collectivités. Et ça demande aussi beaucoup d'argent et d'entretien. Et c'est vrai que dans beaucoup de cas où on a des projets de compensation qui sont très ambitieux, voilà, 10 arbres pour un coupé, il faut regarder aussi qu'est-ce que ça va donner dans les années à venir. Et souvent, on observe des projets qui sont mis en œuvre, parce que tous ne sont pas mis en œuvre, mais qui sont mis en œuvre, et on voit que l'arbre meurt au bout d'un an ou deux, ne serait-ce qu'aussi à cause de la chaleur. Et ça va s'intensifier avec le réchauffement climatique. Et ça, c'est juste pour parler de la santé des arbres, mais si on considère l'aspect biodiversité, donc les écosystèmes qui seront détruits parce qu'on coupe les arbres, là, on sait encore moins recréer, renaturer. C'est très compliqué. Toutes les études, tout à l'heure, quelqu'un dans le public mentionnait l'étude du CNRS, du Muséum d'histoire naturelle et de l'OFB, sur l'efficacité des mesures compensatoires sur les infrastructures linéaires de transport, qui aboutit au fait qu'elles sont très très inefficaces. Je veux dire, des études comme ça, il y en a eu d'autres. Il y a eu un rapport sénatorial, il y en a de plus en plus, elles s'accumulent. Il y en a eu une récente aussi du CNRS. Et voilà, tout ça repousse le problème à plus tard, et dans une temporalité qui est problématique pour les oiseaux. Voilà, les études, c'est récente, c'est 50% des espèces d'oiseaux qui sont menacées, et surtout en 30 ans, on a perdu 30% des espèces d'oiseaux communs des villes et des champs. Donc voilà, si on se pose la question des espaces qu'on va être capable, des arbres qu'on va être capable, fonctionnels, qu'on va être capable de recréer dans 30 ans, il y aura peut-être plus d'oiseaux. Merci Maxime. Donc on a bien compris le rôle, l'importance des arbres en ville. J'en viens maintenant à la deuxième question. Donc déjà, comment savoir en tant que citoyen quand il y a un projet d'abattage d'arbres dans sa ville? Comment se renseigner? Et ensuite, quelles actions entreprenez-vous lorsque vous avez connaissance d'un projet d'abattage d'arbres? Là, je m'adresse surtout au GNSA et à toi Maxime pour FNE. Merci. Alors, excuse-moi Marine, je vais revenir très brièvement sur la première question. Parce qu'il a été, évidemment, si vous êtes ici tous, c'est que vous êtes déjà convaincus sur la nécessaire protection des arbres. Donc on ne va pas revenir sur tout ce qu'ils peuvent nous apporter en termes de santé, de santé publique, de climat, de qualité de l'air et de biodiversité. Il y a un aspect quand même que je voulais, enfin deux aspects que je voulais mettre en avant. Le premier, c'est sur sans doute la première chose qui nous vient à l'esprit lorsqu'on voit un arbre et qui peut donner envie aux gens, tout d'abord, de les protéger, bien avant de connaître tout ce qu'ils peuvent nous apporter, c'est l'aspect esthétique, c'est la beauté d'un arbre. Et si beaucoup de gens, au départ, se mobilisent pour empêcher des arbres, très souvent en face de chez eux, pour empêcher des abattages, c'est parce qu'ils sont habitués à voir ces arbres devant chez eux, parce qu'ils les trouvent beaux et qu'ils les ont toujours connus. Il y a vraiment cet aspect... il y a un attachement, on se rend compte lorsqu'on se mobilise, enfin, lorsqu'on est contacté par des gens, il y a vraiment un attachement très fort, très affectif des habitants envers les arbres qu'ils côtoient tous les jours depuis toujours et parfois depuis qu'ils étaient enfants. Et ça, c'est vraiment un point important à mentionner. Et aussi l'autre point que je voulais mentionner, qui est plus terre à terre, mais qui est tout de même important à notre époque, c'est l'aspect financier. On se rend compte que les quartiers dans lesquels les arbres sont plus nombreux les biens ont une valeur marchande plus importante. Et ça prouve que les arbres, en plus, apportent de la beauté et un cadre agréable à vivre. Ensuite, sur la deuxième question, voilà, excusez-moi pour cet aparté, sur la mobilisation, lorsque Thomas a fondé le GNSA en mai 2019, déjà, un des premiers constats qu'on a fait, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas d'association à l'échelle nationale qui était spécifiquement consacrée à la protection des arbres. Et finalement, alors qu'il y a plein d'associations environnementales, il y en a des centaines en France, mais vraiment qui soient principalement axées sur l'arbre, il n'y en avait pas. Et c'est ce qui a fait sans doute notre force et le fait qu'on soit suivi un peu partout, en plus des actions médiatiques.
Et vraiment, on sentait qu'il y avait un réel besoin de ce point de vue-là, de s'occuper de la protection des arbres. Et notre réactivité et notre engagement à s'impliquer partout en France lié à des abattages fait qu'aujourd'hui, on est très, très suivi et très médiatisé. Donc les actions en dernier recours, vous le savez, Thomas a entrepris une grève de la faim. Alors ça, c'est vraiment le dernier des recours, mais il y a plein d'actions avant celle-ci, avant de devoir arriver à cet acte risqué pour sa santé. Et peut-être qu'on va pouvoir les évoquer éventuellement ultérieurement, je ne sais pas. Je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, c'est pour ça. Vous pouvez les évoquer maintenant, vos combats, et après aussi les combats de FNE. Puis Maxime pourra revenir aussi sur la veille qu'il y a à faire régulièrement en mairie. Alors, brièvement, pour moi, il y a trois méthodes. La première, ce qui a fait connaître le GNSA, c'est notamment parce qu'on est contacté par des personnes qui veulent s'opposer à des abattages et on les a soutenus. Des gens, on les a écoutés parce qu'on se rend compte que les gens ont un grand besoin d'écoute. Souvent, ils se sentent un peu seuls lorsqu'ils sont confrontés à des abattages. Et on a médiatisé leurs actions. Et très souvent, on s'est rendu compte que la médiatisation des actions, les articles dans la presse, les vidéos qu'on pouvait faire, que Thomas, vous le suivez sur les réseaux sociaux, il fait des vidéos, je crois, quasiment tous les jours en ce moment. On s'est rendu compte que ça gênait forcément les décideurs et les élus qui sont très attachés à leur image politique et qui pensent à leur élection. Et lorsqu'on met en avant leurs discours qui entrent en contradiction, enfin, on met en avant leurs actes qui entrent en contradiction avec leur discours qui est très souvent axé sur la protection de l'environnement, c'est souvent ça leur plaît pas. Donc ça, c'est un premier volet d'action face à toute la communication, donc la communication sur les réseaux sociaux, alerter la presse, organiser des manifestations. Il y a également évidemment un aspect juridique qui va être évoqué plus tard, qui est important, parce que pour emporter des victoires, parfois on est obligé d'aller jusqu'à faire des recours en justice. Et voilà, une des méthodes, évidemment, nous au GNSA, on travaille aussi avec toutes les associations de protection de l'environnement, quelles qu'elles soient, parce qu'on se rend compte, et on a tous intérêt à être liés les uns aux autres, parce qu'on a tous le même objectif. Et donc on travaille avec plein d'associations, que ce soit la FNE aujourd'hui, l'association Arbre. À chaque fois, ils ont des problématiques un peu différentes, mais on est complémentaires. Et on agit tous ensemble parce qu'on a vraiment le même objectif. Donc au GNSA, on a tendance à mettre les gens en relation, les habitants, avec d'autres associations qui pourraient leur apporter plus que dans certains domaines que nous. Et voilà, on travaille donc tous ensemble. Et voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne nos mobilisations. Si Thomas veut rajouter quelque chose, n'hésite pas. Rappelez juste que en 2019, clairement, tout a commencé à Mazamet, où un aliment de 9 platanes âgés de 120 ans devait être abattu. Alors il est vrai que les actions spectaculaires que vous êtes en train de suivre un petit peu, notamment sur la 69, puisqu'on a encore des écureuils qui ont investi un lieu où il y a des chênes magnifiques de 300 ans qui vont être abattus. De 300 ans, je le redis, avec des beaux platanes majestueux. Donc là, on est en train de se mobiliser pour grimper ces arbres et essayer de les sauver. Je tiens aussi à rappeler à tout le monde ici qu'en 2019, j'ai passé 28 jours devant le ministère de la Transition écologique accroché dans un platane et que j'ai travaillé pendant 1 an et demi avec le ministère de la Transition écologique. À l'époque, la ministre de l'écologie, c'était Madame Borne, qui est aujourd'hui Première ministre. Donc, clairement, on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir essayé de faire des choses. On ne peut pas nous reprocher d'être des éco-terroristes ou de quoi que ce soit. On a essayé de travailler avec le gouvernement, ça ne marche pas, ça n'a pas marché. La protection des arbres aujourd'hui en France, elle n'est pas du tout forte. J'ai envie de vous dire même qu'elle est quasiment nulle. Parce que c'est des abattages quotidiens qu'on est en train de voir. J'aimerais aussi rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur cette fameuse compensation, la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Aujourd'hui, vous pouvez clairement enlever la dernière, qui est compensée. La compensation, j'espère qu'il y a des journalistes ici, vous pouvez bien vous le mettre dans la tête, ça n'existe pas. Tout ce qui est détruit sur cette planète ne peut pas être reconstruit. La planète, elle n'est pas exponentielle, elle a un volume bien défini. Donc si vous détruisez quelque chose à un endroit, vous ne pouvez pas le reconstruire ailleurs, c'est détruit, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut nous vendre sous prétexte d'un gros arbre abattu,
où il y a 800 000 feuilles, et quand vous en replantez 2 petits avec 300 feuilles, eh bien, excusez-moi, ce qui fait le travail, ce sont les feuilles dans un arbre, donc il va manquer des feuilles. Voilà. Après, bon, je pourrais vous parler toute l'après-midi, mais je vais laisser la place aux collègues. Merci. Maxime, avant ça, je vois qu'il y a des personnes au fond debout. N'hésitez pas, il y a des sièges encore de disponibles si vous voulez vous asseoir. Maxime, sur comment se renseigner déjà en mairie, connaître les projets d'abattage, de coupe. Merci. Donc ça a été dit en introduction, il n'y a quasiment aucune protection juridique des arbres qui est attachée à tous les arbres, quels qu'ils soient, à part quelques... Enfin, il y a par exemple l'interdiction d'afficher des choses sur les arbres ou de mettre de la peinture ou autre. Mais sinon, il n'y a aucune protection commune de tous les arbres. Donc ça veut dire que quand on est confronté à un arbre, qu'on soit un membre associatif ou un habitant qui est attaché à cet arbre et qui veut le protéger parce qu'il est menacé d'un projet de destruction, la première chose, c'est avoir l'information, c'est savoir si une protection couvre cet arbre ou pas. Et pour ça, c'est très compliqué. Sauf bien sûr pour les alignements d'arbres qui ont été mentionnés, où là on peut faire le calcul par rapport aux critères légaux, on peut se rendre compte assez rapidement qu'il y a un alignement d'arbres, mais sinon on ne peut pas savoir. Il faut regarder ce que disent les documents d'urbanisme, donc ça veut dire faire des recherches en amont. Et encore, aussi, des fois, il faut chercher, à part dans les plans locaux d'urbanisme, des arrêtés préfectoraux, des servitudes. Il y a tout un conglomérat de normes qui peuvent venir protéger les arbres sans qu'on le sache. Donc voilà, c'est une recherche, une quête à la protection qu'il faut faire en amont dans un temps qui souvent est beaucoup trop court pour qu'on y parvienne. Donc nous, ce qu'on essaye de faire en tant qu'association, c'est la même chose au GNSA, c'est essayer de simplifier, d'informer au maximum sur les endroits où chercher les informations, les modes d'organisation les plus efficaces et les modes d'action les plus efficaces. Pour obtenir l'information le plus rapidement possible, il y a une nécessité d'anticiper au maximum les projets. Donc ça veut dire de faire une veille juridique, enfin une veille des actes, des bulletins, des actes administratifs des communes, des préfectures, pour voir venir les projets avant, dans l'hypothèse où il y a une décision administrative, parce que c'est aussi, on en parlait tout à l'heure avec Louis, le gros problème aussi avec les abattages d'arbres, c'est que des fois, ça, ce sont les communes qui peuvent prendre l'initiative d'abattre des arbres ou d'avoir le projet de les abattre sans passer par le moindre déclaration préalable ou le moindre acte administratif. Donc on se retrouve à devoir s'opposer à une décision administrative qui ne se manifeste par aucun acte administratif qu'on va pouvoir contester. Donc ça, c'est très compliqué. Aussi, c'est un des angles morts de la protection des arbres, au-delà du fait que les protections existantes soient inefficaces, insuffisantes. Et aussi, une fois qu'on a l'information, il va falloir essayer d'avoir le plus d'informations possible sur le projet d'abattage en lui-même. Est-ce que s'il est lié à un projet de construction, par exemple, on va demander le dossier du permis de construire pour essayer de savoir qu'est-ce qu'ils ont prévu en matière d'arbres, combien d'arbres ils vont abattre et quelles sont les mesures compensatoires éventuellement ou autres. Et c'est la même chose pour les alignements d'arbres où ça va être très important de récolter cette donnée-là avant de contester si possible. Ça, je n'avance pas sur le sujet qui sera évoqué après, mais les décisions, enfin, je veux dire, le faire des recours, ça ne suffit jamais, parce qu'un recours, c'est jugé en moyenne en 1 an, voire beaucoup plus. Donc ça nécessite nécessairement de faire des référés si on veut s'opposer au projet en temps et en heure. Et dans tous les cas, même en cas de référé, il y a aussi une chose à considérer, c'est que même si on a une décision qui intervient 2 semaines, 3 semaines après, on aura
difficilement gain de cause si on n'associe pas le contentieux à une mobilisation sur le terrain, en fait. Et c'est pour ça que c'est très important l'action du GNSA, des écureuils sur la 69 comme ailleurs. Il faut occuper le terrain en plus de tous les moyens de communication, de médiation et tous les moyens contentieux dont on dispose, parce que sans ça, en général, on obtient gain de cause, mais beaucoup trop tard. Et je veux dire, on a un cas intéressant à Bourg-la-Reine, par exemple, le long de la RD 920, il y avait un alignement d'arbres avec plus de 300 arbres qui devaient être abattus. Il y a eu un recours d'une habitante qui a obtenu gain de cause 3 ans après, devant le TA de Cergy-Pontoise. Les arbres avaient été abattus 3 semaines après l'affichage. Elle a obtenu gain de cause 3 ans après. Donc ça, c'est pour illustrer un peu les limites très concrètes des outils qui fonctionnent. Et nous, on s'intéresse que aux outils qui fonctionnent, la présence d'espèces protégées, les alignements d'arbres ou autres. Et on ne parle même pas des autres qui existent, mais qui sont inefficaces. Donc voilà, la mobilisation sur le terrain est très intéressante, très importante. Voilà. Merci à Maxime. Donc effectivement, la mobilisation citoyenne sur le terrain. Et tu avais commencé donc à aborder la question d'après, les outils juridiques. Louis, en tant qu'avocat, est-ce que tu peux revenir déjà sur la distinction recours au fond, référé, qu'est-ce qui marche moins bien, les types d'arguments qu'on peut soulever, et Maxime pourra compléter aussi, bien sûr. Oui, alors, donc effectivement, on a en droit administratif, donc pour tous les projets dont on parle là, ça va être le tribunal administratif qui va être compétent. Et donc on doit choisir au fond le tuyau dans lequel on va s'insérer. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a peut-être une petite dizaine. Le plus classique, c'est celui qu'on appelle le recours pour excès de pouvoir. C'est celui-là qui est jugé à peu près en 1 an en moyenne, ça peut même être plus. Évidemment, on peut se dire c'est trop long, mais malgré tout, ça a quand même une utilité importante. C'est que, notamment en matière d'urbanisme, souvent ça peut aussi bloquer les projets parce que, notamment les banques ne veulent pas forcément financer des projets qui vont peut-être des projets de construction qui vont être ensuite annulés. Donc on voit quand même des cas où ça peut bloquer. Voilà. Et la contrepartie, c'est que les juges administratifs, quand il y a des abus, peuvent condamner les associations à des frais irrépétibles assez lourds, parce que certains avocats, notamment, ont pu se faire la spécialité de faire des recours un peu farfelus ou juste pour négocier avec les promoteurs en gros une compensation contre l'abandon du projet. Donc c'est des projets extrêmement importants et qui peuvent, malgré leur durée, bloquer ces projets, en tout cas quand il y a une construction derrière, quand il y a un permis de construire qui va être délivré. Ensuite, on a donc le référé suspension, qui est un petit peu le petit frère de celui-là. C'est la même chose, on fait le premier et on rajoute un autre recours, et lui, il est jugé en moyenne 1 mois. Ce qui est quand même pas mal en termes de justice. Et là, il faut justifier l'urgence, et l'urgence, ça veut dire, en droit, c'est que ça préjudicie gravement et immédiatement à un intérêt, donc l'intérêt du requérant ou un intérêt public. Voilà. Et puis il faut aussi justifier que la décision, elle est illégale. Voilà. Qu'elle est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité. C'est comme ça dans notre jargon. Et ça, c'est pas mal, on va dire, en termes de durée, par rapport au juge judiciaire. Et ça peut fonctionner. Après, évidemment, 1 mois, ça peut être long quand derrière, les tronçonneuses sont déjà sorties. Ensuite, on a un 3e recours qui est le référé liberté. Là, c'est un très beau recours assez récent qui est censé être jugé en 48 heures. C'est absolument une rapidité sans nom. Voilà. En pratique, c'est plutôt 48 heures ouvrées, mais ça reste quand même un très bel outil juridique. Mais qui dit bel outil juridique dit, on va dire, pour ne pas être engorgé, les juridictions ont fixé un cadre très très limité. Et il faut donc qu'il y ait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Donc il y a un aspect donc, de gravité et un aspect donc, de liberté fondamentale. Et depuis peut-être 1 an, enfin, en tout cas c'est assez récent, le juge administratif a reconnu, ce qui n'était pas non plus un effort surhumain, mais que le droit à vivre dans un environnement sain était une liberté fondamentale au sens du juge du référé liberté. Ce qui est à la fois très bien, mais bon, pour l'instant il n'y a que des rejets. Donc en tout cas il a consacré cette nouvelle porte et puis il l'a un petit peu fermé à clé juste après. Mais malgré tout c'est une nouvelle porte et il y a des recours qui vont être amenés à se multiplier. Un des grands freins de ce recours, selon la jurisprudence du Conseil d'État, c'est qu'il faut au fond que la décision,
que ces 48 heures soient absolument nécessaires. Ça veut dire que si c'est dans un mois que l'abattage va être fait, le juge dira allez voir mes collègues du juge du référé suspension. Voilà. Et aussi derrière, ça fait quelques mois que ça dure et on s'y est pris au dernier moment, aussi le juge peut dire après tout, pourquoi vous n'avez pas fait ce recours au fond ou référé suspension classique il y a 6 mois, il y a 1 an. Donc voilà, il y a un côté quand même extrêmement restrictif dans l'approche du juge, mais malgré tout, voilà, c'est un beau projet. J'avais vu dans la jurisprudence pour la 69, il y a un référé liberté, je crois, qui a été fait. Et ce qui est un peu vicieux, c'est parce que le juge a dit « Ah non, mais regardez, dans un des documents, il y a marqué qu'il n'y aura pas de coupe d'abattage pendant 6 mois. » Et le lendemain de l'expiration, donc il l'a rejeté en disant c'est trop tôt. Et le lendemain de l'expiration du délai de 6 mois, les tronçonneuses étaient là. Donc on voit bien que parfois, on est un petit peu... quoi qu'on fasse, on en fait un, on perd, on n'en fait pas, on perd aussi. Et les maîtres d'ouvrage ont bien connaissance de ces délais et savent aussi jouer avec pour priver l'accès au juge. Ensuite, il y a peut-être 2 autres cours intéressants, on peut en parler, qui ne sont pas contre des décisions en tant que telles, comme les premiers. Donc il y a le référé mesure utile, parce que dans la table ronde précédente, on parlait de la commission d'accès aux documents administratifs. Ce qui est intéressant, c'est pas très connu, c'est que quand j'ai besoin d'un document et qu'il y a une urgence à l'avoir, je peux court-circuiter la CADA et faire un référé mesure utile, tant que l'administration n'a pas répondu. Donc notamment les cas où on sait que le document est communicable. Je précise la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs. Oui, voilà, la commission d'accès aux documents administratifs. En gros, on part sur 6 mois, après on part sur 1 an de tribunal administratif. Bon, parfois, ce n'est pas suffisant. Et on peut faire des référés mesures utiles, voilà, si c'est utile, s'il y a une certaine urgence et si l'administration n'a jamais dit non. Ça, c'est un outil assez intéressant à mettre en œuvre. Et après, il y a le référé expertise, qui est important parce que quand on parlera aussi peut-être des quelques fondements juridiques qui existent, on voit souvent que les associations perdent parce qu'en fait, il n'y a pas de preuve. Parce qu'en fait, devant le juge administratif, il faut comprendre que tout ce que vous dites, ça vaut 0. Mais vraiment, enfin, vous pouvez dire plein de choses, ça vaut absolument 0. Il faut une preuve. Quand l'administration, la préfecture, quand une commune dit quelque chose, ça vaut 10 sur 10. Et quand la préfecture dit quelque chose, on va dire, ça vaut 20 sur 10. Même quand ils mentent de manière éhontée, c'est comme un procès verbal de police, c'est quasiment très difficile de les contredire. Donc, vous, association, vous pouvez dire, par exemple, oui, on est en période de nidification, il y a des arbres, il y a forcément des nids, donc ça porte atteinte aux espèces protégées qui existent, etc. Le juge, ce qu'il dit, c'est vous ne m'apportez pas la preuve. Voilà. Vous ne m'apportez pas la preuve qu'il y ait des nids. Et ça, il y a des jurisprudences en ce sens. Et donc, il appartient aux associations d'avoir conscience du fait que la charge de la preuve est difficile devant le juge administratif, et donc de constituer ces preuves, parce que ce n'est pas une preuve impossible. Enfin, parfois, c'est impossible. Mais là, en l'occurrence, avec des études qui peuvent coûter cher, ou avec des constats d'huissier dans certains cas, ça peut permettre d'établir la présence de cet élément qui permet d'avoir gain de cause. Et parfois, quand c'est difficile ou qu'on a des preuves très fortes en face, ce qu'on fait, donc, c'est un référé expertise. Au fond, c'est comme un expert qu'on paye et qui va faire sa petite étude par rapport à un huissier qui fait que constater. Mais lui, il y a vraiment une analyse scientifique. Mais l'intérêt du référé expertise, c'est qu'au fond, celui qui désigne l'expert, c'est le juge. Donc, il n'est pas payé par une des parties et donc il est réputé, en gros, être indépendant. Et il fait une étude qui est contradictoire, donc devant le juge, c'est absolument béton. Et pour le coup, ça, c'est une preuve qui est plus forte que une étude diligentée par la préfecture. Voilà. Donc, dans certains cas, quand il y a des éléments très défavorables en face, c'est possible de tenter ça. Après, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et c'est déjà beaucoup. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément le faire de manière systématique. Et oui, un point important, c'est qu'on ne peut pas le faire déconnecté de tout litige. Le juge exige, pour désigner un expert, dans le cadre d'un référé expertise, il exige qu'il y ait un litige et que la désignation de l'expert soit nécessaire à la résolution du litige. Donc on ne peut pas forcément le faire très en amont en se disant un jour on sait que ça va cogner. Il faut que déjà qu'on ait le problème. Voilà. Un petit peu. Donc ça, c'est les outils au sens des procédures juridiques qui peuvent être mobilisées et qui sont importantes à connaître et qui sont importantes aussi en termes de timing pour ne pas se tromper. Merci. Louis, merci d'avoir justement bien brossé le paysage avec les différents types de référés recours au fond. Donc on voit qu'à chaque fois ces recours, il y a des délais de justice qui sont très longs, à part par exemple évidemment pour le référé liberté qui permet de statuer au juge dans les 48 heures.
Et justement, en amont, est-ce qu'il n'y a pas d'autres procédés peut-être qui existent, par exemple une sorte de médiation avec le maire qui est possible, de discussion engagée? Et un deuxième point, ces recours, ce sont bien souvent des associations qui les font, donc soit des associations agréées de protection de l'environnement, soit si elles n'ont pas l'agrément, elles doivent démontrer qu'elles ont un intérêt à agir. Et cette question de l'intérêt à agir, c'est quand même un point sensible pour des associations. L'importance de bien rédiger les statuts, l'objet social, est-ce que tu aurais des conseils justement sur ça? Oui, on en parlait un peu avant. C'est une affaire... je peux prendre un exemple. Peut-être deux exemples où j'étais du mauvais côté, je défendais l'administration, mais c'est important. Là, le premier, c'était pas moi, c'était une collègue, un cabinet où j'ai travaillé. C'était pour Zero Waste qui attaquait un centre de traitement de déchets. En termes d'environnement, ils n'avaient pas trouvé grand-chose, mais en termes d'urbanisme, ils attaquaient le permis de construire, et en fait, ils avaient raison, parce que ça ne respectait pas les règles urbanistiques. Et ce qu'a dit le juge, il a dit, certes, mais vous êtes une association de protection de l'environnement, là vous soulevez des règles d'urbanisme, donc vous n'avez pas intérêt à agir, ça ne vous concerne pas. Voilà. Donc le recours est tombé. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il faut absolument que l'objet social de l'association soit rédigé de manière suffisamment large et suffisamment pertinente pour pas que vous vous retrouviez avec ce genre d'irrecevabilité, parce que c'est quand même très dommage. Ça peut être à la fois sur l'objet, donc par exemple je vais défendre le cadre de vie, je vais défendre les arbres en tant que tels par exemple, mais il faut bien préciser à la fois, de manière assez complète pour que si un jour vous attaquez de manière indirecte une destruction d'arbres, par exemple un permis de construire, on ne vous dise pas mais c'est pas votre problème, vous défendez la nature, vous ne défendez pas l'urbanisme. Également en termes de géographie, si je suis une association nationale, je ne vais pas forcément pouvoir attaquer un projet à dimension très locale. Et inversement, si je suis l'association de protection des arbres du 92, je n'aurais pas intérêt pour attaquer un décret, par exemple, qui a vocation nationale. Donc ça, c'est très important. Et en plus, c'est facile à corriger. Il suffit simplement de modifier les statuts et de faire la déclaration en préfecture. Et c'est important également, d'ailleurs, de créer les associations avant la décision, et donc de faire la déclaration en préfecture, parce qu'on ne peut pas avoir intérêt à agir pour une décision qui est antérieure à la naissance de l'association. Ça, c'est vraiment des réflexes importants, mais il y a énormément de recours d'associations qui perdent là-dessus, ou parce que c'est une antenne locale qui n'a pas d'existence juridique qui va faire un recours, enfin voilà, des erreurs, on va dire, de non-juristes. Et il faut vraiment être carré là-dessus, parce que le juge administratif, c'est des champions pour virer les recours comme ça irrecevables, parce que ça en fait un dossier en moins, tout simplement. Donc voilà, ils sont très très rigoureux. Merci. Ouais, merci. Je passe à la question suivante, sauf si Maxime, tu voulais compléter rapidement ce qu'a dit Louis. Non, je passe à la question suivante alors. Comment peut-on agir au niveau des PLU, des plans locaux d'urbanisme, pour protéger les arbres? Est-ce que Louis, Maxime, vous voulez répondre à cette question? Les PLU. En fait, il y a plusieurs choses. C'est important, comme ce qui a été dit, et c'est vraiment le truc à retenir, c'est que les arbres, ils ne sont pas protégés en tant que tels. Donc vous dites j'ai un arbre, le droit, il ne pourra rien faire, à part éviter qu'il y ait des pubs dessus. Donc il faut arriver à rattacher l'arbre à une autre catégorie juridique. Par exemple, ça peut être ce qui était vu avant, les forêts. Bon, mais si hors des forêts en tant que forêt, il faut trouver autre chose. Donc ça peut être les arbres d'alignement. Donc ça, c'est hors PLU, c'est plutôt une vraie protection avec des décisions ou des déclarations. Voilà, il y a quand même un régime juridique et un contrôle qui peut être fait. Voilà. Et après, sinon, on bascule sur le PLU. Qui dit PLU dit maire ou conseil municipal, parce que c'est lui qui va fixer les règles du jeu. Donc ça peut être des très bonnes règles ou des règles absolument nulles. Et après, donc l'idée, c'est d'arriver à voir, donc soit ça peut être une zone, en disant, par rapport au zonage, je vais dire, c'est une zone dédiée à la nature, donc on ne pourra pas construire n'importe quoi. Et après, au-delà de ce zonage, il peut y avoir d'autres petites catégories. Une des catégories très intéressantes, c'est l'espace boisé classé, qui, au fond, est une sorte de petite poche de nature, y compris en milieu urbain, et qui peut aussi concerner un arbre isolé, des haies, ou évidemment un bois, mais ça peut être assez large et assez fin. Il y a un contrôle du juge sur ce que c'est, mais il n'exige pas que ça soit un endroit magnifique. Ça peut être un endroit, on va dire, qui a vocation à devenir beau, mais qu'aujourd'hui qui est assez médiocre en termes de biodiversité. Donc là-dessus, le juge laisse quand même une marge d'appréciation aux collectivités et n'exige pas que ça soit déjà un endroit exceptionnel à protéger. Ça peut être aussi un pari sur l'avenir. Et là, derrière, ça va soumettre toutes les décisions d'urbanisme à ce contrôle. Et au fond, quelque part, les décisions, on ne pourra pas changer l'affectation de ce lieu. Donc c'est un lieu dédié
quelque part à la nature et on ne pourra pas voilà, le bétonner, quoi. Mais le juge peut être, notamment administratif, peut d'ailleurs avoir des petites... un peu trop de souplesse, et par exemple il peut y avoir des voies, notamment si elle n'entraînait pas la création d'arbres, qui ont pu être autorisées. Voilà. C'est pas non plus absolu, mais ça reste une protection très forte, et quelque part c'est ce qu'on peut avoir de mieux dans un PLU, donc si le conseil municipal le décide. Après il y a d'autres mécanismes, voilà, les trames vertes, des choses qui sont vraiment environnement, mais qui sont souvent un peu éloignées des zones urbaines. Et après on peut avoir aussi ce qu'on peut appeler les éléments de paysage. Donc là, ça peut être pour des raisons écologiques, mais aussi historiques, culturelles. Et il y a un autre item que j'ai plus en tête. Et ça, c'est assez intéressant parce que l'arbre, voilà, que ça a été un peu dit, c'est pas qu'un objet naturel. En tout cas, en ville, ça peut être aussi un objet affectif, un objet historique. Et on peut aussi le protéger, non pas parce que c'est un arbre magnifique, mais parce que tout simplement, c'est l'arbre sur lequel, voilà, qui porte une histoire et auquel les gens sont attachés. Et ça, c'est important parce que c'est aussi un élément fort de l'intérêt de ces arbres en ville. Voilà. Et ça, il peut y avoir une protection qui est un peu moins forte, mais qui est aussi importante. Et après, il peut y avoir, parmi toutes ces règles-là, des règles plus générales. Et j'avais une décision, alors je ne vais peut-être pas vous la lire, ça va être un peu long, mais assez intéressante. Le PLU était bien fait, c'est-à-dire qu'il disait, dans le cadre des autorisations d'urbanisme, vous n'avez pas le droit de couper des arbres, sauf si vous prouvez que c'est impossible de faire autrement. Et après, avec des obligations aussi de replanter des espèces équivalentes, voilà, d'intérêt équivalent si on était obligé de couper. Voilà. Et là, le juge, c'était un projet qui n'avait pas l'air non plus atroce par rapport à ce qu'on peut voir. Donc, il coupait, je crois, c'est 3 érables et un saule. Il replantait 3 érables. Et le juge dit, ça ne suffit pas. Vous n'avez pas prouvé qu'on ne pouvait pas faire le même projet sans couper ces arbres, en plantant donc peut-être des essences équivalentes ou identiques, mais évidemment des arbres beaucoup plus jeunes. Et ça a été rendu possible à la fois par le juge qui a fait son travail, mais aussi et surtout par le PLU qui était bien rédigé. Et on a une décision inverse que vous aviez signalée, Marine, sur TEA de Nice, où c'était moins bien rédigé. Voilà, ça a l'air bien quand on lit, et ça n'a pas suffi, parce que malgré le fait que c'est un arbre remarquable, malgré la zone de protection des 10 mètres, le juge a dit l'immeuble qui est à côté, avec des balcons qui va aller qui va être inférieur aux 10 mètres, ça c'est pas grave, parce que de toute façon le Code civil autorise le détenteur de l'immeuble à faire élaguer l'arbre. Donc entre guillemets, voilà, l'arbre remarquable pouvait bien être élagué. Voilà, cette protection finalement a été mise à néant. Ouais, pardon, juste une précision pour ce que tu parlais là des arbres, les faire figurer dans le PLU en tant que paysage naturel. Je cite les articles du Code de l'urbanisme qui sont importants, que vous pouvez noter, c'est L151-19 et L151-23. Ça, c'est une chose. Et ensuite, ce que tu mentionnais, Louis, l'EBC, l'espace boisé classé, ça ne permet pas d'empêcher l'élagage. En revanche, pour l'abattage, il faudra déposer une déclaration préalable. Voilà, c'est ça l'intérêt. Et sur donc, cet arrêt donc, du TEA de Nice que je vous avais envoyé, effectivement, ça montre que même un PLU il peut être bien rédigé, mais pas assez, parce que là, en l'espèce, le TEA, le tribunal administratif, a émis une interprétation restrictive des règles de recul des constructions par rapport aux arbres de haute tige. Et donc, on voyait que là, avec les balcons qui avançaient, donc l'arbre a dû être élagué. Et parfois, l'élagage peut être aussi mortel qu'une coupe, Thomas. Et d'ailleurs, tu veux compléter ? Oui. Alors, je vais m'inscrire un petit peu en faux parce qu'on est beaucoup sur le terrain, nous. Je suis désolé, il n'y a aucune protection forte, et je le dis et je le répète. J'ai vu des espaces boisés déclassés pour créer des immeubles. J'ai vu des zones Natura 2000 se faire déclasser pour faire je ne sais pas quoi. Les parcs naturels régionaux pour mettre des panneaux solaires. Enfin, c'est une vraie catastrophe. À un moment donné, je me dis, ok, on crée des lois pour protéger les arbres, mais alors à quoi ça sert un espace boisé classé, à quoi ça sert zone Natura 2000, tout ça, si on dit que c'est des protections fortes pour qu'à un moment donné, qu'il y ait des dérogations qui soient accordées pour que ces arbres tombent. Donc ça n'a pas de sens. C'est comme quand un préfet accorde des dérogations pour destruction d'habitats d'espèces protégées. Excusez-moi, c'est un peu antinomique quoi, dans la phrase. Si c'est protégé, les espèces, pourquoi on autorise la destruction quoi? Enfin, je ne sais pas, il y a vraiment des grosses problématiques là-dessus, je trouve. Quoi. Oui, parce qu'en droit, on aime bien les principes et ensuite les exceptions. Et voilà. Maxime, tu voulais compléter avant que je donne la parole à Geoffrey?
Oui, merci. Effectivement, pour tenter une synthèse, même lorsque c'est protégé, on a beaucoup de mal à parvenir à la protection concrète. C'est ce qu'on a dit sur tous les outils qui existent, qui ont leurs propres limites. D'où l'intérêt de militer le plus en amont possible pour la protection. Et aussi pour essayer de s'améliorer aussi sur cette protection dans ce qu'on propose pour les protéger. Et pour ce qui concerne ce qui a été mentionné avant, donc la protection qu'on peut avoir dans le plan local d'urbanisme, on peut, en tant que citoyen ou en tant qu'association, essayer de participer, de faire un mini lobbying pour essayer d'obtenir les meilleures protections possibles. Parce que vraiment, selon la façon dont sera rédigée, même les protections les plus fortes, l'espace boisé classé ou les protections des 2 articles qui ont été mentionnés en tant qu'éléments paysagers ou éléments de biodiversité, à chaque fois, il faut vraiment que la rédaction soit très explicite pour qu'elle soit efficace. Et dans la décision qui a été mentionnée, comme dans d'autres, on commence à voir au fil de la jurisprudence un peu les bonnes rédactions et les mauvaises. Et plus on est exhaustif sur pourquoi l'espace ou les arbres ou la forêt ou le bois sont protégés, pourquoi est-ce qu'ils sont importants en tant que paysage, parce que c'est l'évidence, les arbres, le bois c'est important. Eh ben non, il faut aller beaucoup plus précisément dans la description pourquoi c'est important. Enfin, il faut vraiment faire de la pédagogie, déjà pour qu'on porte moins atteinte aux arbres, mais aussi juridiquement, c'est un intérêt. Plus on est pédagogue dans la protection, plus ça fonctionnera, plus le juge se sentira légitime à censurer un projet qui va porter atteinte à ce projet. Et voilà. Et préciser aussi, repréciser la réglementation aussi, même au sein même du plan local d'urbanisme, dans les dispositions, rappeler que on n'a pas le droit d'abattre, que si un projet vient porter atteinte à un arbre, dans ce cas, il faut démontrer en quoi la protection est plus importante, pourquoi pour des raisons de sécurité, si on n'abat pas l'arbre, ça va être dramatique ou autre. Il faut à chaque fois faire de la pédagogie et pousser à ce qu'il y ait une pédagogie dans le projet qui va porter atteinte à l'arbre. Donc ça, ce que je dis là, voilà, légitime, enfin, donne plus. Il y a un aspect qualitatif dans la protection et dans ce qu'on veut proposer comme protection, et aussi ensuite dans les modes d'action pour venir protéger. Et sur les modes d'action, c'était la question d'avant, mais c'est vrai qu'on est contraint de se polariser sur certaines protections parce qu'on sait qu'elles fonctionnent mieux. Et la protection des alignements d'arbres, elle a été, on l'a beaucoup mentionné, elle a été complètement inefficace depuis sa création par la loi biodiversité. Il y a quelques projets censurés, mais c'est très rare et c'est beaucoup plus en référé qu'au fond. Mais globalement, ça a été un rouleau compresseur. Les arbres d'alignement, ils sont détruits sans ménagement et souvent sans dossier, sans aucune mesure compensatoire, aucune décision explicite qui dit oui, je vais porter atteinte à un alignement d'arbres. Et tout ça devrait normalement s'améliorer avec la publication d'un décret. Maintenant, on a un cadre qui est complet et à peu près définitif, je l'espère. Mais on va pouvoir peut-être améliorer un petit peu la protection concrète des alignements d'arbres, mais c'est même pas sûr. Mais maintenant, il y a au moins une sanction en cas d'atteinte. Hein. Il y a une amende administrative. On va peut-être pouvoir s'en servir aussi pour essayer d'obtenir la condamnation. Il y a la présence d'espèces protégées avec plein de biais et qu'on a mentionné aussi. C'est très compliqué d'obtenir la protection des espèces protégées et les espaces boisés classés. Et puis voilà le plan local d'urbanisme. Mais voilà un peu les outils les plus utilisés, les plus efficaces pour protéger les arbres en milieu urbain. Ouais, je te donne la parole, Thomas. Ouais. Après, oui, bien sûr, il faut la faire tourner. J'aimerais juste dire que j'ai hâte que la nouvelle génération de juges qui sont vraiment axés sur l'environnement prennent des postes dans les tribunaux administratifs
Et j'ai hâte qu'il y ait une séparation des pouvoirs parfois entre l'État et les juges. Je n'ai pas peur de le dire, je suis désolé, mais je trouve que parfois, c'est limite, quoi. Voilà, c'est tout. Merci Thomas. Geoffrey, j'en viens à toi maintenant. Dans tout ça, quel rôle peuvent jouer les bureaux d'études ? Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. On l'a bien entendu, en fait, souvent on est un peu à court d'arguments et de preuves. Le principe de faire intervenir un bureau d'études environnementales, notamment des écologues, c'est surtout d'aller investiguer les lieux et de comprendre en fait l'importance d'un arbre et de son habitat dans le cycle biologique des espèces. Donc sur les déplacements, l'alimentation, la reproduction, voire les refuges des espèces. Lorsqu'on va essayer de protéger des espèces, il n'y a pas que en fait, le degré de rareté de protection de l'espèce qui va jouer dans l'échelle des enjeux, mais aussi en quoi son habitat joue pour elle, son maintien. Donc ça, c'est assez indispensable pour justement donner une valeur à l'arbre qui aille au-delà de ce qu'on peut voir dans les codes de l'urbanisme. Et souvent, ce qu'on voit dans les diagnostics qui peuvent y avoir sur des modes de gestion, des abattages, des élagages un peu forts, des chantiers en milieu urbain, il y en a beaucoup là, en ce moment à Paris, ou des projets de quartier, c'est qu'on va surtout faire un diagnostic phytosanitaire. Oui, mais un arbre mort, ça peut accueillir des espèces très rares. Souvenez-vous l'autoroute qui passait par Le Mans, là, qui a été déviée avec une espèce assez rare de carabe. Donc il faut quand même bien étudier tout ça. Et c'est aussi voir l'arbre de manière plus large sur ses fonctionnalités écosystémiques. Donc on a besoin de savoir. Je voulais juste alerter aujourd'hui un peu le désarroi qu'est la profession. En 2021, il y a le ministère de la Transition écologique qui avait transmis un rapport sur justement la prise en compte en fait, de la biodiversité dans les projets d'aménagement. Une question a été posée, c'était avez-vous recours à des écologues ? Dans 76% des cas, jamais. Jamais les opérateurs de construction et de rénovation n'ont recours à un écologue. 19% du temps parfois et que 5% du temps souvent. Donc ça veut dire qu'on a la plupart du temps peu de connaissances finalement sur les études initiales. Et un bureau d'études sert à ça, à étudier, à apporter du savoir. Ça veut dire surtout que la plupart du temps, les projets, c'est pas que des projets de 10 000 m² de surface de plancher, qui sont soumis aux déclarations, aux autorisations d'études d'impact. On va avoir vraiment des évaluations environnementales sur un an, sur le cycle complet. Ça va être vraiment des petites opérations qui vont passer sous ces radars-là. Et le but d'avoir un recours à un écologue, c'est souvent d'apporter un argumentaire pour justement mieux appréhender la biodiversité, éviter ces destructions silencieuses qui ont lieu tout le temps. Et un bureau d'études, c'est fait pour étudier, mais malheureusement, on n'a pas encore trouvé de fonction de bureau de contrôle des arbres, de bureau de contrôle de biodiversité, ça n'existe pas. La police de l'environnement se déplace rarement et encore moins en ville. Et donc le rôle d'un bureau d'études, c'est souvent aussi de faire du suivi et du contrôle de chantier des entreprises, de sensibilisation aussi. Voilà. Donc c'est assez clé, mais on est un peu, en tout cas le milieu des écologues, un peu seul malheureusement. Voilà. Mais tu avais aussi parlé de quelque chose que fait Saint-Théo, de mettre certaines clauses de pénalité dans les cahiers de prescription, c'est ça aussi? Oui, c'est ça. On s'est basé sur les savoirs, notamment le conseil d'architecture d'urbanisme du 77, qui avait mis en place une méthode d'évaluation de la valeur des arbres. On se rend compte que il faut parfois taper au porte-monnaie. Les enjeux financiers souvent peuvent faire en sorte que des pelletos s'arrêtent un peu. Et donc on a basé effectivement quand on fait nous-mêmes parfois des inventaires initiaux, on va donner une valeur à des arbres et on va appliquer des coefficients avec une valeur écologique qui va venir s'aggreffer par-dessus. Et c'est comme ça qu'on peut avoir vraiment des barèmes de pénalité aux atteintes aux branches, aux troncs, au système racinaire. Voilà. Et en général, ça marche un peu plus que de dire attention, il y a des oiseaux, ou l'arbre il est beau, oui, mais
Donc il faut taper aussi au portefeuille. Voilà. Merci Geoffrey. Et on a également échangé en amont sur l'UPGE, l'Union des professionnels du génie écologique, qui rassemble les acteurs de la biodiversité. Est-ce que tu peux expliquer les enjeux autour de cette filière en plein développement ? L'enjeu, c'est que par rapport à la saisie des citoyens, des pouvoirs publics aussi, et des évolutions réglementaires sur la biodiversité, on a besoin de doubler les effectifs de la filière professionnelle du vivant d'ici à 2030. Donc c'est un peu un appel à la jeunesse, quelque part, de s'engager aussi vers une filière scientifique, du savoir sur la protection et la restauration, je parle bien de restauration et pas de compensation, des habitats et des écosystèmes. Et aujourd'hui, les fonctionnalités écosystémiques sont sous-évaluées, on a besoin de tester et de s'armer de savoir. Donc la filière, c'est une filière assez jeune, l'UPGE ça a à peine 10 ans, c'est ça qui est dingue. Et donc c'est un peu, sa tâche c'est vraiment de structurer une filière, de reconnaître les métiers de l'ouvrier de restauration de rivières, aux techniciens naturalistes, à l'ingénieur d'études écologue, de former aussi en continu les professionnels. On a un énorme besoin et on a besoin aussi des écoles, des universités qui proposent aussi des cursus de formation orientés vers le vivant. Voilà. Et l'UPGE se veut évidemment faire de lance sur toute cette structuration. Merci Geoffrey. J'en arrive à l'avant-dernière question, en fait, et là ça va être une question très ouverte, et je m'adresse à chacun d'entre vous. En conclusion, que recommandez-vous chacun aux citoyens qui nous regardent, là, qui nous écoutent, pour agir en faveur de la protection des arbres ? Quelles sont vos recommandations ? Est-ce que ça va être... Enfin, c'est vraiment question ouverte, très large. J'y vais. On est souvent contacté par des personnes qui s'opposent à des abattages d'arbres en face de chez eux, et ils se mobilisent, ils participent à contester ces projets, et une fois que les arbres sont abattus ou ont été sauvés, ils disparaissent un peu parfois de la circulation, ces personnes-là. Donc, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est s'ils ont du temps et des compétences, qu'ils les mettent à disposition des associations, parce qu'on a vraiment besoin d'aide. On est sollicité quotidiennement et partout en France, et c'est vrai que parfois on est un peu sous l'eau, donc on a vraiment besoin de monde. Si vous n'avez ni temps ni compétences, vous avez peut-être un peu d'argent, donc dans ce cas-là, donnez-le aux associations, parce qu'on en a besoin pour poursuivre nos actions, pour se déplacer partout en France, pour acheter du matériel, pour participer financièrement à des recours en justice, même si, comme ça a déjà été évoqué, on ne gagne pas assez souvent à notre goût, mais ça permet tout de même de garder, même si on perd, à chaque fois je dis que les défaites d'aujourd'hui peuvent annoncer les victoires de demain, et on a toujours des choses à en tirer, et ce n'est pas perdu à chaque fois à 100%. Lorsqu'on a dénoncé des projets d'abattage de décideurs parfois, on sait qu'ils réfléchiront à 2 fois lors d'un prochain projet, parce qu'ils ont remarqué que de plus en plus de personnes étaient prêtes à se mobiliser pour protéger leurs arbres. Ensuite, donc du temps, de l'argent, des compétences, et puis n'hésitez pas à vous mobiliser localement pour faire pression auprès des décideurs et auprès des élus pour que notre bien commun soit préservé. Voilà. Merci. Thomas, tu veux compléter ? Oui, moi je ne vais pas être trop long. Écoutez, moi j'ai juste envie de vous dire à toutes et à tous ici, il y en a peut-être qui se posent beaucoup de questions. Je pense que l'heure n'est plus à se poser des questions, l'heure est à agir. Et surtout, parfois on a l'impression qu'on a un manque de courage. On est souvent soumis à ces visions, à ces images de forces de l'ordre, de gaz lacrymogènes, de boucliers, de matraques. Écoutez, je suis un peu l'exemple là, parce que j'en ai pris un coup il n'y a pas longtemps, de matraque. J'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur. La seule peur que vous devez avoir, c'est celle du mur qu'on va prendre demain si on ne fait rien aujourd'hui. Et on doit, pour la plus grande majorité des personnes ici, je pense, qui ont des enfants, notre rôle en tant que parents, c'est de leur assurer un avenir. Et si les autorités étatiques ne nous donnent pas cette certitude qu'ils vont pouvoir faire ça pour nos enfants, c'est à nous de prendre les choses en main. Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps de les prendre en main, quoi. Voilà.
Geoffrey? Je dirais demander des preuves. Il faut vraiment qu'on aille dans une société du savoir et de la science, donc demandons des preuves tangibles aux maires, aux sociétés, aux entreprises. Pourquoi ils détruisent? Est-ce qu'ils le font en connaissance de cause? Voilà. Louis? Moi, ce que je dirais, c'est que, comme on l'a vu, l'échelon local est super important, qu'aujourd'hui, en absence de loi correcte, on se repose sur les PLU. Les PLU sont décidés par les conseils municipaux. Donc moi, j'invite tous ceux qui sont engagés à aussi essayer d'être élus local, même sur quelles que soient les couleurs politiques, ou même sur des listes citoyennes. Ça permet après, en étant élu, soit de peser directement, ou même dans l'opposition, d'avoir accès aux informations. Et voilà, tous ces PLU, ils ont été décidés par des gens, et voilà, et vous pouvez aussi faire partie de ces gens. C'est aussi un levier qui existe, notamment en tout cas en matière d'arbres, où beaucoup de choses se jouent au niveau local. Voilà, donc engagez-vous aussi en politique, c'est pas sale. Maxime? Merci. Et moi, j'invite tout le monde à grossir les rangs des associations de protection de l'environnement, naturellement, puisqu'il y a un gros enjeu de pérennité, de continuité des associations de protection de l'environnement, qui sont aussi qui sont aussi vieillissantes et qui ont du mal à se renouveler, à avoir de nouveaux membres. Donc c'est très important d'en rejoindre ou d'en créer de nouvelles, peu importe. Mais il y a un gros enjeu parce que l'échelon local, il reste malheureusement déterminant, et c'est là que se joue l'effectivité du droit, c'est là que se joue le sort de la biodiversité ordinaire, mais aussi des espèces protégées ou autres. C'est là que tout se joue, et c'est clairement l'échelon, le point de vue le moins attrayant sans doute de la protection de l'environnement, l'échelle des projets, voire des plans locaux d'urbanisme, des SCOT, du SDRIF ou autres. C'est pas sexy, mais c'est là que tout se joue. Et c'est là que tout ce qui n'a pas fonctionné avant, la législation insuffisante, l'absence de moyens de contrôle, l'absence de volonté politique de changement, tout ce qui ne fonctionne pas, finalement, c'est localement sur la biodiversité ordinaire qu'on va en voir la conséquence. Donc il y a un enjeu très important à avoir des associations locales qui soient actives sur tous les projets qui portent atteinte à l'environnement, et surtout les plans qui vont pouvoir mieux les protéger. Donc il y a les associations qui font partie de la Fédération France Nature Environnement, mais pas que, toutes les autres. Il y a le GNSA ici, il y avait Protection Arbre et Faune ce matin. Et si vous avez des compétences naturalistes, par exemple maintenant il y a aussi les Naturalistes des Terres, qui est aussi un collectif de naturalistes qui souhaitent aussi questionner ce sur quoi ils travaillent professionnellement, et aussi le commerce de la compensation, et aussi le rôle du naturaliste dans les projets, et qui essaye de créer une réflexion commune là-dessus, et pour mieux protéger le vivant. Donc il y a tout. Il faut s'investir localement dans ce type de projet, c'est primordial. Et comme autre débouché, si on n'a pas envie de se constituer en association, d'intégrer un réseau quel qu'il soit, je fais de la pub pour Sentinelle de la Nature, qui est un site et une appli développée par France Nature Environnement, sur lequel n'importe qui, un citoyen, peu importe, une association, une entreprise ou autre, peuvent signaler des atteintes à l'environnement ou des initiatives favorables qui semblent pertinentes, qui devraient être multipliées. Et ça se manifeste par une carte sur laquelle on peut voir toutes ces atteintes à l'environnement ou ces initiatives favorables. C'est intéressant de faire des signalements dessus, puisque nous, associations, on reçoit ces signalements, et on va tenter déjà d'apporter des premières réponses, d'informer, de faire de l'éducation populaire sur le droit de l'environnement, d'apporter des réponses concrètes aux problèmes qui sont posés, voire intervenir nous-mêmes directement, et dans tous les cas,
informer l'administration, qui a déjà bien du mal à remplir ses objectifs, et aussi faire du plaidoyer sur toutes les données qu'on reçoit, dire qu'il y a vraiment un enjeu sur les dépôts de déchets dans tel endroit, sur la densification excessive à tel endroit ou autre. Donc voilà, sentinelle-de-la-nature.fr si vous voulez agir sans intégrer un collectif ou une association. Merci Maxime. Alors ma dernière question était destinée au GNSA et au FNE, comment vous soutenir, mais vous y avez déjà chacun répondu. En résumé, passez à l'action, rejoignez des associations, faites grossir les branches locales, que ce soit FNE, le GNSA ou d'autres associations. Engagez-vous, allez sur le terrain et si vous ne pouvez pas, faites des dons pour soutenir ces associations qui, elles, passent à l'action. Merci, je crois qu'on est tout juste dans les timings. On peut maintenant passer aux questions avec la salle, les échanges. C'est mieux. Bonsoir et merci pour cette passionnante table ronde. Moi, je suis Patrick Rollo, je suis le responsable local du 17e pour le GNSA et membre également de FNE Paris. Je me suis engagé d'ailleurs pour exemple en voulant défendre un cèdre de l'Himalaya centenaire dans le 13e arrondissement. C'est comme ça que j'ai pris contact avec le GNSA qui m'a donné des clés pour essayer de le défendre et je me suis évidemment engagé beaucoup plus. Je voulais simplement revenir sur ce que disait Alexis tout à l'heure, sur un autre point qu'on a beaucoup parlé juridique et c'était passionnant, mais l'aspect médiatique et la mobilisation est primordial aussi. C'est complémentaire bien sûr, hein. Mais effectivement le fait de se mobiliser, on peut prendre exemple dans le 19e arrondissement par exemple de la rue Préau avec cette crèche qui était menacée, enfin la crèche n'était pas menacée, on allait la démolir, mais on allait couper une dizaine d'arbres pour refaire tous les bâtiments tout autour. Et la mobilisation locale auprès des élus, par Twitter, alors X, par Facebook, par tous les outils, a joué très clairement, plus la mobilisation locale sur le terrain, et le projet sur lequel elle a aussi un message à faire passer quand on vous dit il n'y a pas le choix, de jamais le croire. Il y a toujours le choix, il y a toujours une autre solution. Et là, effectivement, les élus nous disaient on ne peut pas faire autrement. Et finalement, eh bien, miracle, ils ont trouvé comment faire autrement. Et finalement, ces arbres sont sauvés. Donc vraiment, mobilisez-vous sur le terrain. Prenez contact avec le GNSA, FNE Paris et toutes les associations. Et d'autre part aussi, et encore une fois, le pot de terre peut gagner. Hein, il faut toujours avoir ça aussi en tête. Hein, le pot de fer n'est pas toujours le plus fort. Et enfin, je voulais dire aussi que les réseaux sociaux sont importants. Ils nous permettent de toucher au plus près les médias et de toucher les élus. Et toucher les élus, ça fait toujours son effet. Ils n'aiment pas être mis en cause sur les réseaux sociaux parce que c'est visible par tout le monde, y compris donc par les médias. Et c'est une vraie efficacité à travailler sur ce sujet de cette façon-là. Voilà, merci. Et justement, ces 12 marronniers de la rue Préau, ils étaient sur un EBC, donc sur un espace boisé classé. Oui, bonjour. Donc moi, je voulais juste dénoncer une aberration. Donc ça se passe dans la forêt de Verrières. C'est une forêt domaniale qui est dans le 91 et 92. Et durant l'hiver 2023, on a procédé à une coupe dans la forêt pour compenser une autre coupe. Donc c'est-à-dire que pour compenser le tram 15, c'est pas le tram 10, mais c'est bien le tram 15. On a coupé des arbres pour créer une mare. Donc en réalité, le gain, il n'y en a pas, parce qu'on avait un espace qui était déjà un écosystème établi. Et j'ai demandé à l'ONF s'ils avaient demandé une autorisation pour des défrichements, des boisements, alors qu'ils parlent de débroussaillage. Et ils m'ont dit que ça faisait partie de la gestion durable de la forêt. Voilà, donc... Et les élus ne répondent pas, voilà. Donc, pour revenir sur la compensation, voilà, on marche sur la tête. Ah, merci. Bonjour. Pour revenir sur. Pardon. Pouvez-vous lever, s'il vous plaît? On aimerait vous voir. Super, merci. C'est bon. Ok. Ouais. Pour répondre à Madame. En fait, il faut dire peut-être que c'était dans une forêt, c'est ça? On a coupé dans une forêt domaniale.
moi, j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature. Il y avait un partenaire qui était l'ONF justement, et on avait comme projet de favoriser les écosystèmes des mares. Donc peut-être que ce qui s'est passé dans cette forêt, c'est qu'il y avait plus de biodiversité dans les mares que au niveau des arbres. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a une évaluation qui a été faite pour voir, parce que moi par exemple quand je l'avais fait en Normandie, le but c'était de protéger le triton crêté. Donc là, peut-être que, voilà, voir entre les... Si le fait de favoriser les mares était mieux. Excusez-moi, ces histoires de mares, pour compenser une coupe, c'est une véritable entourloupe. Donc, voilà, ce sont des mesures, des pseudo-mesures qui soi-disant compensent une coupe. Donc, des milieux forestiers de grand intérêt, on remplace ça par une mare créée artificiellement, ça n'a strictement aucun intérêt. Ouais, avec de l'eau parfois amenée par camion-citerne régulièrement, parce que l'eau s'évapore, donc ça accentue encore cet effet d'aberration. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ce n'est pas une question, c'était juste pour rebondir sur la première intervention. Et je voulais dire, en termes de communication, est-ce qu'il serait possible d'avoir, lorsqu'il y a une occasion comme ça, un panneau avec les adresses Facebook, Instagram et autres de toutes les associations présentes? Parce que pendant que vous parlez, on peut prendre des notes et c'est tout bénef pour s'abonner au compte. Donc, suggestion pour une prochaine... Ça, c'est très bien, ça. Bravo. Merci. Donc Bernard Boisson, président de Forêt Citoyenne. J'ai deux questions. D'abord, l'arbre climatiseur naturel en ville, est-ce que c'est juridiquement pris en compte? Et puis, est-ce que les associations peuvent avoir une influence pour modifier les lois de sorte d'améliorer la préservation des arbres en ville? Alors le climatiseur, la pompe à chaleur naturelle peut-être. Alors c'est pas intégré, je dirais juridiquement. Par contre, on a sur des communes qui ont des règlements de ZAC, ils peuvent mettre dans des cahiers des charges environnementaux le fait de calculer des degrés d'atténuation de l'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc il existe aujourd'hui des méthodes de calcul de score ICU, qui sont souvent à l'image d'un coefficient de biotope, c'est-à-dire pas grand-chose pour la biodiversité et la vraie mesure. On peut faire des études plus poussées de simulation thermique, dynamique, pour avoir le confort extérieur. Nous, on le fait dans notre bureau d'études, et ça peut coûter très cher. Et c'est pas des méthodes tellement déployables, à mon avis, pour le moment. Il faut juste prévoir des ratios d'arbres au mètre carré et bien situés par rapport au plan masse et des volumétries bâties, à mon avis, dans les morphologies urbaines. Voilà. Mais donc c'est pas systématique, parce que du coup ça va dépendre de chaque règlement environnemental de ZAC. Donc c'est pas la majorité des ensembles bâtis, quoi. Et dans les PLU, pareil, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand il y a des règles en matière environnementale qui sont faites, elles peuvent être contestées par les propriétaires. Et moi, quand je cherche les décisions de justice, souvent je cherche les annulations, et on tombe très souvent sur des annulations parce que, entre guillemets, trop favorables à l'environnement selon le juge, et donc qui portent atteinte aux droits des propriétaires. Et justement justifié par exemple, l'effet de rafraîchisseur urbain, ça peut aussi être des arguments dans le cadre du PLU pour justifier pourquoi peut-être cet espace naturel ou ces arbres qui ont un intérêt écologique faible doivent malgré tout être protégés au titre de cet effet de lutte contre les îlots de chaleur urbains. Donc c'est des arguments qui peuvent être mis en place dans les PLU et après qui protègent aussi le PLU des propriétaires mécontents.
Pour répondre à la question sur qu'est-ce que peuvent faire les associations aussi pour pousser, pour avoir une meilleure législation, réglementation plus protectrice de la nature, il y a un gros travail qui est fait, par exemple à l'échelle de FNE, à l'échelon européen, national, enfin, de plaidoyer, de lobbying entre guillemets, mais qui se heurte à un contexte politique qui rend impossible tout changement, en tout cas depuis pas mal d'années. Et c'est très compliqué. Donc il n'y a pas d'évolution positive, mais il y a des tentatives. Et pour prendre que cet exemple, je veux dire, on a parlé beaucoup d'actions qui portaient atteinte à des arbres, à des espèces protégées ou autres, qui constituent pour la plupart des infractions pénales. On a un gros problème en France, c'est l'absence de réponse pénale vis-à-vis de la délinquance environnementale. C'est évalué, par exemple, dans un rapport, dans chaque rapport annuel de l'OCLAESP, la gendarmerie de l'environnement, qui parle de réponse pénale, 3% de cet ordre-là. Donc on est vraiment même pas au début d'une réponse pénale satisfaisante. Là-dessus, il y a eu, par exemple, le gouvernement lui-même a lancé un rapport sur cette question dans lequel les associations justement ont contribué pour exposer les grands trous dans la raquette de la législation, les grands problèmes de moyens du fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'inspecteurs de l'environnement, de personnes qui pouvaient constater ces atteintes, que les moyens aussi, les référés pour essayer d'éviter en amont les atteintes à l'environnement avant que ça devienne des infractions n'étaient pas efficaces, etc. Donc on a pointé tout ça, ça se retrouve dans un rapport qui est très complet, qui retranscrit plutôt bien les attentes des associations. Et ce rapport, il a accouché d'une souris avec quasiment aucune nouvelle infraction créée ou autre. Et surtout pas ce qui était demandé, notamment un référé environnemental, et ça pourrait permettre d'éviter tous les problèmes qu'on a avec les référés qu'a énuméré Louis tout à l'heure, qui ont tous leurs limites. Notamment le nouveau en date, le référé liberté, qui est au début très intéressant en théorie, mais depuis 1 an, on n'a eu aucune annulation d'un quelconque projet grâce à ce référé liberté. Donc on comprend que les nouveaux critères prétoriens posés par le juge sont tellement lourds qu'on n'aboutit pas à des sanctions de projet via ce référé-là. Donc ce qu'il nous faut, c'est un nouveau référé qui soit plus ouvert et à tout le monde, pas seulement aux associations de protection de l'environnement, et qui soit surtout plus efficace. Donc il faut un changement de la loi là-dessus, et on pousse là-dessus, mais bon, on va sans doute devoir attendre encore pas mal d'années pour voir naître ce nouvel outil. Bonjour à tout le monde. Alors j'ai une question. Voilà, j'ai un t-shirt du GNSA, mais je ne suis pas encore adhérent du GNSA. Je suis très intéressée par vous voir, monsieur, si vous êtes dans le 17e, parce qu'effectivement, j'habite le 17e. Et en fait, j'ai demandé un permis de végétaliser au moment, en 2015, au moment où la mairie de Paris disait qu'elle était pour incroyable comestible, etc. Et ça c'est fini, que j'ai planté plein d'arbres fruitiers le long du périphérique, porte de Champéret. Je voudrais savoir si pénalement je pouvais être accusé de quelque chose d'avoir fait ça, puisque en fait j'ai mis des arbres fruitiers sur le domaine public sans autorisation à ce jour. Et voilà, et parce qu'en fait le collectif là, de jardin, et voilà, je voulais savoir si je risquais quelque chose et, bravo. Et comment faire protéger ces arbres en fait. Je donne un premier élément de réponse et je donne à l'avocat ensuite la parole qui saura mieux répondre que moi. Mais ça me fait penser au fait qu'aujourd'hui même, pour la Sainte-Catherine, il y a l'association Protection Arbre et Faune qui est en train de planter des abricotiers, un endroit où des arbres ont été abattus symboliquement pour aussi essayer de créer un récit, une image
plus victorieuse que celle qu'on connaît de la défaite sur ces questions de la protection des arbres. Et ça me fait penser aussi à une action du CPTG, le collectif pour le triangle de Gonesse, qui essaye de protéger le triangle de Gonesse et qui avait dans ce cadre créé un potager sur l'endroit qui était destiné au projet Europa City et qui a été assigné devant le juge pour occupation illégale qui se concrétisait par des patates et des poireaux. Et on est allé devant le juge où il y a eu une audience très sérieuse où l'accusation s'est retrouvée dans une situation vraiment ridicule, devoir montrer en quoi la plantation de poireaux causait un dommage à l'EPFIF, l'établissement foncier d'Île-de-France. Donc bon, voilà, il y a un risque, mais en l'occurrence, il n'y avait pas eu de condamnation. Je pense que le risque est très réduit. Il y a un risque que les légumes soient condamnés. Non, mais sinon, c'est une contravention de grande voirie si vous étiez considéré comme portant atteinte au domaine public, et c'est 1 500 € d'amende. Juste, j'aimerais rebondir sur, parce que là on parle de légumes et c'est intéressant aussi, je pense qu'il faut refaire entrer les arbres fruitiers dans les villes, il faut faire entrer les légumes dans les villes. Il faut arrêter de voir des gens qui sont en train de crever la gueule ouverte sur les trottoirs et qui n'ont rien à manger, qui font qui quémandent de la nourriture à la sortie des markets, des supermarkets, là ou je sais pas quoi. Enfin, à un moment donné, il va falloir bien prendre ça en compte. Ça, c'est de la nourriture qui est gratuite. Moi, j'ai été jardinier pendant 10 ans pour la municipalité de Mazamet. J'en avais ras-le-bol de planter des pensées, des pâquerettes et des machins et des trucs qu'on enlève au printemps, qu'on enlève à l'été, à la fin de l'été, qu'on replante chaque année. On remet des fleurs qui nous coûtent une fortune. Plantons des légumes. Et je tiens à rappeler aussi qu'il est inscrit dans la Constitution française que chaque citoyen qui vit dans une ville est en droit de demander à sa municipalité un lopin de terre pour se nourrir. Je le dis parce qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant là-dessus. Voilà. Bonsoir à tous. Outre votre combat quotidien, je voulais savoir si vous aviez des actions préventives, ceux qui sont représentés ici en termes d'associations, des actions préventives pour les jeunes générations, mais aussi pour les générations qui vont bientôt rentrer dans le monde du travail, donc au niveau des tribunaux, au niveau de la politique, donc, par exemple Sciences Po, l'ENA ou tous ceux qui forment, puisque je pense qu'ils sont de plus en plus, en termes de conscience, prêtes à écouter et à apporter leur pierre à l'édifice. Oui, on a des actions préventives qui sont indispensables, qui sont complémentaires, des actions de terrain pour dénoncer des projets. Parce qu'évidemment, tout à l'heure, Patrick, au fond de la salle, parlait des 12 marronniers de la rue Préau. Et un des élus, à un moment, a dit au collectif local qui s'opposait à cet abattage, vous n'allez pas nous emmerder pour 12 arbres alors que vous avez le parc des Buttes-Chaumont à 100 mètres. Donc ça, c'est des phrases que j'ai déjà entendues de la part d'élus locaux, que j'entends régulièrement. Donc là, effectivement, il y a un travail de sensibilisation qui est indéniable, mais c'est surtout auprès des jeunes générations que ce travail doit être fait, ça c'est une évidence. Alors au GNSA, effectivement, on a notamment planté des arbres avec des enfants en forêt de Fontainebleau, avec un représentant de l'ONF. Et on a également voulu mettre en place des actions, un arbre, une école, donc planter des arbres dans les cours d'école et que les enfants les voient grandir et les voient pousser. Ça fait partie des actions qu'on aimerait développer, mais encore une fois, on est très souvent sollicité pour des urgences. Et donc parfois le temps et notre ressource humaine, enfin notre capacité est parfois compromise par voilà, on manque de temps et de personnes. Donc ce que vraiment j'aimerais dire pour conclure, c'est que vraiment engagez-vous, parce que lorsqu'on est présent à des manifestations ou à des rassemblements et qu'il y a 30 ou 40 personnes, je ne peux pas m'empêcher de me dire que si on était non pas 30 ou 40, mais 30 ou 40 000 personnes, je pense que les élus réfléchiraient à deux fois avant de procéder à de tels actes. Parce qu'évidemment, leur but, enfin eux, ils sont sensibles forcément à
à la vie de la population, parce qu'ils ont envie de se faire élire. Donc si vraiment on pouvait maintenir une pression constante pour préserver les arbres, ça serait vraiment une très bonne chose. Donc évidemment, ceux qui sont à convaincre, ce sont les décideurs, mais c'est évidemment les futurs décideurs et donc les générations futures. On va encore prendre 2 questions. Benoît, ouais. C'est un petit mot encourageant. Ce matin, un peu tout à l'heure, j'ai parlé de Nantes. Il y a une décision favorable pour donc une propriétaire d'un magnolia, et on parle d'anticipation, de prévention. Bah, figurez-vous que les 2 enfants de cette propriétaire ont fait une lettre très touchante, parce que en fait, c'était l'anniversaire de ces enfants, et l'abattage est très programmé à la date anniversaire pratiquement dans l'esprit des voisins. Eh ben, ils ont fait 2 dessins des arbres, vous voyez, et le juge, je pense, il a été touché par cette requête, les juges. Voilà. Et en plus, en visant la charte de l'environnement. Donc, moi, je pense que, vous voyez, il faut toucher les cœurs. On a des cœurs, touchons les cœurs, les juges ont des cœurs. Et cette dame a plaidé face à un avocat. Donc, je me redis, dans son dossier, il y avait 2 dessins d'enfants, des arbres. Voilà. Donc, on peut aussi en mettre nos enfants avec positivement dans les actions. Attendez, madame. Il y a déjà des actions, sensibilisation. Attendez, on va donner la parole. Excusez-moi, on donne la parole à... Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour ces échanges passionnants. Gilles Robel, donc, du collectif Sauvons les arbres 93 et puis aussi ELV. Moi, je voulais savoir s'il y a des pays en Europe, par exemple, qui accordent aux arbres un statut plus protecteur que la France et qui pourrait être une source d'inspiration pour nous. Parce que très souvent, on nous objecte qu'on ne pourra plus construire, on ne pourra plus aménager les villes comme on le souhaite si on protège mieux les arbres. Donc, on a besoin de contre-exemples de ce point de vue. Et est-ce qu'il y a une veille qui est assurée pour voir comment la législation évolue dans les pays avoisinants? Alors, pour être là en Allemagne, déjà, au niveau des tailles drastiques, il n'y en a pratiquement pas, voire pas du tout. On est sur un pays où vous devez demander l'autorisation à votre maire si vous voulez abattre un arbre dans votre jardin. En France, on en est loin. Vous avez des pays, notamment comme la Suisse, par exemple. Là, on va parler, on sort un peu, mais on va parler des forêts, qui ont arrêté les coupes rases déjà depuis une centaine d'années, ce qui n'empêche pas d'avoir un modèle économique qui est productif au niveau de leur forêt, au niveau du bois. Il y en a très certainement d'autres, je n'ai pas fait le tour de tous, mais enfin, déjà, en tout cas, oui, il y a des pays qui ont des protections plus fortes que la France, quoi. Et si je peux compléter, ouais, vas-y. Pardon, excuse-moi, très rapidement, il y a aussi un facteur culturel important. Thomas l'évoque souvent en ce qui concerne les tailles. Enfin, je vois notamment en Angleterre, il y a des protections, il y a un respect beaucoup plus important en Angleterre qu'en France par rapport aux arbres. Et il y a effectivement la culture française avec le jardin à la française où les arbres sont taillés en rideau, voilà, les jardins français tout droit où finalement parfois je vois des jardins de châteaux où il n'y a aucune vie, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'oiseaux. Et ce qui est beaucoup moins le cas en Angleterre. Et donc il y a ce facteur culturel qui malheureusement joue parfois en notre défaveur. Mais enfin, en tout cas en Angleterre, en Allemagne, ils ont des protections plus importantes. En Inde aussi, alors on n'est plus en Europe, mais en Inde, je sais qu'il y a un respect de l'arbre qui est incomparable à celui qu'on peut trouver en Europe, enfin en tout cas en France. Je voulais juste ajouter à la remarque, si on protège les arbres, on ne pourra plus construire. C'est totalement faux. Il suffit juste que les arbres soient inclus dans les programmes de construction. Les architectes sont sous-utilisés là-dessus. Et j'en connais toute une flopée qui savent construire avec des arbres, les mettre en valeur. Ça s'appelle le génie du lieu, de construire avec les éléments remarquables qu'on a à l'origine. Donc le problème, c'est pas tant de construire, de plus construire. C'est sûr qu'on ne pourra plus construire en dupliquant, à mon avis, ce qu'on fait aujourd'hui, mais de s'intéresser davantage aux avantages du site et non pas à ses contraintes. Mais il a entièrement raison, en fait, c'est très culturel, comme l'a dit Alexis.
On est dans un pays où c'est plus facile de faire table rase pour le BTP et ensuite de faire leur construction et de refaire des fosses de plantation, plutôt de travailler, comme tu l'as dit, avec le végétal existant. Et pour en revenir aux tailles architecturales et des jardins à la française, c'est une vraie catastrophe. Alors gardons Versailles pour les étrangers qui viennent et qui sont contents de voir qu'un arbre c'est carré, ou un arbre c'est en sucette, ou un arbre c'est en boule, ce qu'ils veulent, j'en sais rien. Mais c'est tout sauf ça en fait, quoi. Et on se bat aujourd'hui avec le JNSA pour qu'un arbre puisse s'épanouir, parce que ce qu'on a besoin clairement, au-delà du fait qu'on n'a pas envie de faire du mal aux arbres, parce que clairement on pourrait penser que c'est des êtres vivants, et c'est des êtres vivants bien entendu, mais c'est surtout qu'on a besoin des feuilles, bon sang. Plus il y a de feuilles dans un arbre, plus on décarbone, plus on dépollue, plus on oxygène, plus on humidifie, quoi. Et ça, il va bien falloir se mettre à la tête, quoi. Juste pour compléter très rapidement ce que je vois que lui aussi me fait signe, c'est ce que fait notre affaire à tous à côté. Au-delà des législations plus protectrices avec le droit de l'environnement, il y a plusieurs pays qui sont en marche dans ce qu'on appelle le mouvement des droits de la nature, reconnaître des droits à des entités naturelles, des fleuves, des rivières, des glaciers, des forêts, reconnaître donc des entités naturelles sujets de droit, les faire passer du statut d'objet soumis au droit de propriété au statut de sujet de droit avec des droits propres, avec une personnalité juridique qui leur permet d'agir directement en justice par l'intermédiaire de représentants. Ça existe dans beaucoup de pays d'Amérique latine, ça existe en Inde. Il y a tout un mouvement aussi qui est en train de prendre de l'ampleur en Europe. En France, les initiatives locales se multiplient, mais sachez qu'il y a ça aussi qui existe. Et quand on parle de reconnaître des droits de la nature, on parle le droit de reconnaître, de s'épanouir comme Zetopa, de régénérer ses cycles naturels, de remplir ses fonctions écologiques essentielles. Voilà. Une dernière question et après on clôture cette table ronde. Ouais. Le micro près de vous, s'il vous plaît. Ouais. Il n'est pas allumé. Je voulais alerter sur ce qui se passe au bois de Vincennes. Il y a eu 50 hectares de coupe rase. Enfin, je pense que peut-être Thomas peut prendre le relais, mais les 2 ans passés, et il y en a 50 qui sont prévus pour le futur, cette année et l'année prochaine. Donc voilà, est-ce que tu peux en parler? Oui, bon, j'étais tout à l'heure au bois de Vincennes avec France 3. Écoutez, je pense qu'on s'est toujours servi du bois depuis la nuit des temps. Clairement, vous avez en face de vous quelqu'un qui se chauffe au bois. Je me chauffe au bois, ça peut-être personne ne le sait ici, je le dis dans les médias, il y a certaines personnes qui le savent. Ce qui est important, c'est la manière dont on gère nos forêts. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire des coupes rases et de sortir et de laisser des espaces entiers sans protection au niveau d'un couvert végétal. C'est ça aujourd'hui qui est triste et c'est ce qu'on dénonce aujourd'hui. Et ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est qu'on transforme nos forêts de feuillus diversifiés en plantations et en monoculture d'arbres. Et là, on n'est plus sur un modèle de forêt, on est sur un modèle économique, un modèle de plantation d'arbres. Mais à partir du moment où vous faites une coupe rase dans une forêt, que vous la transformez en plantation avec des douglas, avec des pins comme on peut faire dans les Landes, avec du soja comme on fait en Amazonie, avec quoi que ce soit, à partir du moment où vous faites ça, vous n'êtes plus sur un modèle de forêt. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête, parce que tout est modifié, quoi. Donc la problématique du bois de Vincennes, c'est que en plus de ça, ce sont des forêts périurbaines. Alors je vous le dis clairement, moi je vis au milieu des bois, au milieu des forêts. Je vivrai pour rien au monde à Paris parce que c'est pas du tout mon univers, parce que c'est trop pollué. Mais ces forêts-là, vous en avez extrêmement besoin. Donc ces forêts-là, quand il y a des mobilisations au bois de Vincennes, quand il y a des mobilisations en forêt de Fontainebleau un petit peu partout, pour dénoncer ces pratiques-là qui n'ont juste vocation qu'à se faire du fric et à sortir du bois des forêts pour faire du fric, clairement, ça c'est niette. Il faut vous opposer à ça, quoi. Qu'on sorte du bois intelligemment, raisonnablement, comme le faisait l'ONF il y a un petit peu, il y a assez longtemps, parce que maintenant ce modèle de gestion-là, il n'est plus d'actualité, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas les responsables ne sont pas les agents sur le terrain, mais ce sont les donneurs d'ordre au niveau étatique. Eh bien, là où il faut se mobiliser. Donc mobilisez-vous, parce que ces forêts-là, vous en avez grandement besoin, quoi. Voilà.
Merci. On va s'arrêter là pour les tables rondes. On a déjà un peu dépassé l'heure. Sachez que tout ce qui a été dit pendant ces 3 tables rondes du matin et les 2 de l'après-midi va être retranscrit dans un petit guide et va être enrichi aussi peut-être avec l'intervention d'autres personnes, d'autres acteurs qui militent pour la protection des arbres. Et que toutes les tables rondes ont été enregistrées et seront mises en ligne ensuite sur la chaîne YouTube de l'Académie du Climat et sur les sites des différentes associations. Un grand merci déjà à l'Académie du Climat pour nous avoir mis à disposition cette salle gratuitement, de s'être occupé de la captation des événements. Merci également à Caroline et Maëlle qui ont animé les tables rondes du matin et qui ont participé à l'organisation de tout l'événement. Et évidemment, merci à l'ensemble de nos intervenants du matin et merci donc à nos intervenants là, Thomas, Alexis, Geoffrey, Louis et Maxime. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, pour les personnes qui s'intéressent, on a une quinzaine de bouquins que j'ai écrits avec Florence Besson qui vont être au profit du GNSA, donc je peux faire des signatures en sortie s'il y a des gens qui s'intéressent. Voilà, merci beaucoup. Et encore merci à notre affaire à tous pour avoir organisé ces tables rondes, parce que ça leur a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc vraiment merci à Marine, à Caroline et à toute l'équipe de notre affaire à tous d'avoir pu faire une journée aussi intéressante. Merci. Merci. Oui, dernière annonce. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Juste pour vous dire, comme il y a quelques jeunes et spécifiquement des étudiants ici, avec FNE Paris, Graines Île-de-France et tout, on organise une journée où vous pourrez rencontrer des associations qui font l'éducation à l'environnement et au développement durable et des actions de protection de la nature et également le 11 décembre à la Maison d'Île-de-France à 18h30 ce 11 décembre à la Maison d'Île-de-France à la Cité internationale universitaire de Paris. Voilà, vous trouverez les informations sur Citescope, donc n'hésitez pas, voilà, à vous engager. On compte sur vous.